En vérité, nous ne savons rien, car la vérité est au fond du puits. Cette formule, elle nous vient du philosophe grec Démocrite, ce gentil monsieur qui est très souvent représenté en peinture en train de se fendre la poire, littéralement en train de se foutre de la gueule des hommes, et qu'on oppose d'ailleurs dans la tradition picturale au philosophe grec Héraclite, qui lui est généralement représenté en train de pleurer. Et cette image de la vérité au fond du puits, eh bien, elle est restée célèbre, puisqu'on la retrouve par exemple dans le langage ergotique du 19e siècle. On parle de badigeonner la femme au puits ou badigeonner la femme du puits. Expression qui a tout de suite l'air très compliquée, mais qui est en réalité assez simple à comprendre, surtout si on la prend et qu'on la décompose. La femme au puits, eh bien, nous l'avons vu, c'est la vérité qui est généralement représentée sous les traits d'une femme, on verra pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo, et qui est associée à l'image du puits selon la formule de Démocrite. Mais alors, badigeonner la vérité, ça revient à faire quoi exactement ? Eh bien, pour le comprendre, cherchons à remplacer le mot badigeonner par un de ses synonymes. Badigeonner la vérité, ça revient à la farder, la déguiser, la défigurer, la dissimuler. En fait, en un mot, ça revient à mentir. Mais cette image de la vérité en tant que femme au puits, eh bien on la retrouve également dans les représentations artistiques, picturales de la vérité. Et là, normalement, c'est le moment où, si vous avez un petit peu suivi, vous devez vous poser la question suivante, à moins que vous ne connaissiez déjà la réponse. Comment est-ce qu'on peut représenter visuellement un concept abstrait tel que la vérité ? Enfin, c'est comme si on cherchait à représenter la morale ou le courage. On peint quoi exactement ? Eh bien, c'est très simple. Pour représenter un concept abstrait de manière tout à fait concrète, physique et visuelle, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle une allégorie. Une allégorie, c'est la représentation d'une idée abstraite ou d'une notion morale de manière concrète, donc généralement à travers une image ou un récit. On en retrouve donc aussi bien dans la peinture que dans la littérature. En peinture, justement, c'est le fait de représenter, d'incarner une valeur ou une idée en lui donnant par exemple les traits d'un personnage ou d'un animal, c'est plus rare mais ça arrive, personnage ou animal qui sera doté d'attributs particuliers. Ainsi, la justice sera souvent représentée sous les traits d'une femme tenant une balance qui symbolise l'équité, parfois avec les yeux bandés qui attestent de son impartialité. Mais on peut également penser à l'amour, qui prend généralement la forme de Cupidon, Cupidon dans la mythologie romaine, et qu'on retrouve sous le nom de Eros dans la mythologie grecque. D'ailleurs, il est plus intéressant de prendre le nom en grec, puisque Eros en grec signifie littéralement l'amour, il est donc l'incarnation de l'amour. Cupidon, vous le connaissez sûrement, c'est ce petit angelot qui est muni d'un arc et d'un carquois de flèches, qu'il s'amuse à lancer sur les gens, et quand vous êtes touché par une de ces flèches, eh bien vous tombez instantanément amoureux. On le représente aussi parfois avec un flambeau ou une torche à la main, flambeau ou torche qui représente de manière symbolique la flamme de l'amour. Oui, parce que le but c'est qu'on puisse quand même décrypter l'allégorie. Donc ces attributs, eh bien, ce sont comme des petits indices donnés par l'artiste pour aiguiller le lecteur ou le spectateur dans son appréhension et dans sa compréhension de l'œuvre. Donc des codes de représentation qui permettent d'identifier l'idée qui est incarnée. Et lorsque ces codes ne sont pas respectés, eh bien c'est qu'il y a une raison derrière. Généralement une volonté de l'artiste de rompre avec la tradition picturale, et ce afin de faire passer un message. Alors, maintenant que vous êtes incollable sur la notion d'allégorie, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Le thème de cette vidéo est la vérité dans les arts. Nous allons donc chercher à voir quels sont les attributs de l'allégorie de la vérité. Comment est-ce qu'on la représente de manière générale dans la peinture? Pourquoi? Et nous nous appuierons également sur quelques exemples issus de la littérature ainsi que de la sculpture. Tout d'abord, la vérité est une femme. Pourquoi? Eh bien, moi j'y vois 3 explications possibles. Premièrement, le genre féminin du nom, puisqu'en français on dit bien la vérité, mais déjà en latin veritas et en grec aletheia sont des noms qui sont féminins, ce qui appelle plutôt à l'allégorie féminine. Vous verrez qu'en général, on respecte le genre des mots dans leur représentation allégorique. Bon, après, il y a quelques exceptions. On dit bien la guerre, et même si elle prend parfois les traits d'une jeune femme, la guerre est généralement représentée comme un jeune homme armé, s'opposant à la paix, qui elle est une délicate jeune fille pure, innocente, habillée de blanc. En fait, cette représentation masculine de la guerre nous renvoie au dieu de la guerre dans la mythologie grecque. Vous savez, le fameux Arès. Bon, et puis je passe sur le fait que la guerre, ça fait plutôt masculin.
Cela nous mène d'ailleurs à la deuxième explication. En fait, le sexe de la divinité qui représente l'idée dans la mythologie gréco-romaine, dont les artistes s'inspirent énormément, peut jouer un rôle et avoir une influence sur la représentation artistique de l'idée. Je m'explique. Si on prend par exemple la justice, dont nous parlions en début de vidéo. Là, on dit bien la justice, donc en effet, c'est un nom qui est féminin, ce qui appelle plutôt l'allégorie féminine. Cependant, ce n'est pas le cas en latin ni en grec. Ius iuris en latin, c'est un nom masculin. Quant à nomos en grec ancien, c'est aussi un nom masculin. Sauf que voilà, la justice est généralement représentée sous les traits de Thémis, la divinité grecque de la justice, qui, spoiler, est une femme. Revenons-en également à l'autre exemple que nous avions employé en début de vidéo et qui est encore plus éloquent. Dans la peinture, l'amour prend les traits de Eros. Eros, la divinité grecque de l'amour. Mais qu'en est-il de la vérité dans tout ça? Eh bien, la vérité dans la mythologie grecque, c'est Aletheia, ou, comme on le prononce en français, Aletheia. Alors Aletheia, c'est une déesse sur laquelle on ne sait pas grand-chose. On sait qu'elle est fille de Zeus, mais on ne connaît pas sa mère, et on la retrouve dans très peu de mythes. Elle n'est en réalité pas très présente dans la mythologie. Pourtant, c'était une déesse qui était très bien connue des Grecs. Effectivement, eh bien, on la retrouve très souvent dans leurs sermons ou dans leurs jurons. Bon, Apollon est aussi parfois considéré comme le dieu de la vérité, puisqu'il est le dieu du soleil, donc de la lumière. Et d'ailleurs, on reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur cette relation qu'entretiennent vérité et lumière. Mais aussi parce qu'il est le maître de la divination, donc celui qui perçoit la vérité et auquel elle ne peut échapper dans aucune temporalité. Voilà, ça c'était la deuxième explication. Et vous le voyez, les deux premières explications couvrent déjà bien le sujet. Mais comme je vous ai dit, il y en a une troisième interprétation que je ne vais pas vraiment développer, mais seulement évoquer. Voilà, je la pose là. Cette explication, elle n'est pas grammaticale ou historique, ni mythologique, elle est plus philosophique. Et en fait, elle nous dit qu'il y a un parallèle à faire entre la femme et la vérité. Il y a quelque chose qui les unit, elles ont un point commun. C'est qu'en fait, les deux sont objets de désir. Tous les hommes vont chercher à trouver la vérité, à la posséder. Et on peut faire là un parallèle avec cette volonté qu'ont les hommes de posséder une femme. Voilà. Donc la vérité, c'est une femme. Et puis en général, elle est nue, ou du moins en train de se dévoiler, de se découvrir. Pourquoi? Eh bien, on peut voir dans cette nudité une preuve de sa simplicité. Elle est nue car elle n'a pas besoin d'artifice. Euripide, grand tragique de l'Athènes classique, écrivait dans sa pièce Les Phéniciennes que les discours de la vérité sont simples et sans art. La nudité physique de la vérité devient donc l'expression de cette idée. À ce propos d'ailleurs, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Alors cette histoire, c'est un petit conte que j'ai trouvé sur internet et je n'ai pas réussi à trouver le créateur de cette histoire. Certains sites disent que c'est une légende qui daterait du 19e siècle, mais je n'ai réussi à trouver nulle part une source qui soit valable. En général, on dit qu'elle date du 19e siècle parce qu'elle est associée à une peinture qui, elle, date du 19e siècle. Donc si jamais vous avez des infos sur cette légende, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. En attendant, voilà, je vous le dis clairement, c'est une légende qui vient d'internet, même si pour moi ça ne change rien au fait qu'elle est très intéressante et qu'elle va pouvoir nous aider à continuer cette analyse. Donc je la cite quand même, c'est vrai que ça a un petit peu moins de gueule que de citer Euripide et sa pièce Les Phéniciennes, mais bon, il faut bien un petit peu de tout. Donc c'est parti, je vais vous lire cette petite légende, écoutez bien. La légende raconte qu'un jour, la vérité et le mensonge se sont croisés. « Bonjour », a dit le mensonge. « Bonjour », a répondu la vérité. « Belle journée », a continué le mensonge. Alors la vérité est allée voir si c'était vrai. Ça l'était. « Belle journée », a alors répondu la vérité. « Le lac est encore plus beau », a dit le mensonge avec un joli sourire. Alors la vérité a regardé le lac et elle a vu que le mensonge disait la vérité. Elle a alors hoché la tête. Le mensonge a couru vers l'eau et a lancé « L'eau est encore plus belle et tiède. Allons nager !» La vérité a touché l'eau avec ses doigts. Elle était réellement belle et tiède. Alors, la vérité a fait confiance au mensonge. Les deux ont enlevé leurs vêtements et ont nagé tranquillement. Un peu plus tard, le mensonge est sorti. Il s'est habillé avec les vêtements de la vérité et il est parti. La vérité, incapable de porter les habits du mensonge, a commencé à marcher sans vêtements et tout le monde s'est éloigné en la voyant nue. Attristée, abandonnée,
la vérité s'est réfugiée au fond d'un puits. C'est ainsi que, depuis lors, les gens préfèrent accepter le mensonge déguisé en vérité que la vérité nue. Bon, de deux choses l'une. Déjà, vous voyez, ce récit est une allégorie qui incarne la vérité et le mensonge, ainsi que la relation antithétique qu'ils entretiennent. Vous avez donc ici une manière d'expliquer la nudité de la vérité. Ce serait le mensonge qui l'aurait dépouillé de ses vêtements, un peu comme la folie a crevé les yeux de l'amour dans l'œuvre de Louise Labbé. L'amour est aveugle et la vérité est nue. Évidemment, ainsi dénudée, elle est plus difficile à accepter. Mais ce n'est pas tout. On retrouve également dans cette petite histoire que je vous ai racontée l'image du puits de Démocrite, puisque la vérité se réfugie au fond d'un puits, image dont je vous ai dit qu'elle était passée dans le langage et dans les arts. Et effectivement, en peinture, la vérité est souvent représentée au fond d'un puits, prisonnière cherchant à en sortir, ou au contraire étant forcée par un personnage extérieur à y rester ou à y retourner. Elle est donc cachée, et pas n'importe où, dans les profondeurs. Pour la trouver, il faut creuser au fond des choses ou au fond de nous-mêmes. Il y a donc une notion d'effort pour arriver à la vérité. Mais au-delà du puits, son attribut majeur, ce qui va vous permettre de la reconnaître dans n'importe quel tableau ou sculpture, c'est ce qu'elle tient à la main. Un objet lumineux, miroir, flambeau ou même un soleil. Le miroir parce qu'il révèle la vérité, mais on pourrait même aller encore plus loin et y voir un symbole de la conscience. La vérité se reconnaît dans le miroir. Elle est consciente d'être la vérité, elle sait quelle est la vérité. Notre ami Jean-Jacques Rousseau, dans son poème sur les allégories, va nous faire une belle description de la vérité, que je vais vous lire en partie, un petit extrait qui va nous servir à mieux comprendre quels sont les attributs de la vérité et pourquoi. L'œil enflammé, le dépit dans le sein, elle descend son miroir à la main. De ses attraits l'éclatant assemblage se montre à tous, sans ombre et sans nuage. D'un vol léger, la victoire la suit, le jour l'éclaire et le temps la conduit. Grâce à ces vers, on comprend donc pourquoi la vérité est aussi parfois représentée avec un flambeau ou un soleil. C'est non seulement qu'ils l'éclairent, mais c'est surtout qu'ils indiquent qu'elle est amie de la lumière, contrairement au mensonge qui, lui, est enfant des ténèbres. Pour les élèves de terminale, je pense qu'il y a un lien très intéressant à faire ici avec l'allégorie de la caverne de Platon, où le soleil symbolise la vérité que seul le philosophe peut atteindre. En général, vous pouvez même utiliser l'image de la caverne et la comparer à celle du puits. Ces deux lieux fermés, restreints, l'un dans lequel c'est la vérité qui est enfermée, d'où elle va chercher à sortir, à s'extraire afin de pouvoir se montrer au reste du monde, tandis que l'autre, la caverne, est un lieu où les hommes sont enfermés, sachant que la vérité se trouve à l'extérieur avec la lumière. Bon, pour le moment, nous n'avons vu que des représentations de la vérité seule. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle interagit avec d'autres personnages? Cette estampe s'intitule Triomphe de la raison et de la vérité, la philosophie sous la figure de Jean-Jacques Rousseau découvre à l'univers la raison et la vérité, voilées par l'erreur et le mensonge. Oui, c'est plutôt long comme titre. Mais bon, au moins, pas besoin d'explication. Quoique... Ici, la philosophie apparaît donc comme le moyen d'atteindre la vérité et la raison, qui était cachée derrière ce rideau soulevé par Rousseau, Rousseau qui représente la philosophie, et dont le pied écrase l'erreur et le mensonge. Mais alors, laquelle de ces deux jeunes filles est la vérité et laquelle est la raison? Eh bien, normalement, si vous avez bien écouté, vous devriez être au top sur les attributs de la vérité et pouvoir la reconnaître tout de suite, elle, et puis, par déduction, la raison. La vérité, à gauche, est reconnaissable à son miroir, au soleil qui luit sur sa poitrine, ainsi qu'à la palme qu'elle tient et qui pourrait sous-entendre sa force. Car c'est bien connu, le palmier ne cède pas sous son poids, tout comme la vérité qui ne cède pas face au mensonge, et qui finit toujours par triompher. Enfin, ça, du moins, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Ainsi, en introduisant un nouveau personnage, on introduit une nouvelle dimension, une véritable profondeur temporelle. Le tableau n'est plus figé dans le temps, mais il représente à présent un processus de dévoilement inscrit dans la durée, dont la philosophie est l'acteur. C'est grâce à elle qu'on atteint la vérité autrement hors de portée, c'est grâce à elle qu'on la sort de son puits. Mais la philosophie n'est pas la seule à pouvoir découvrir la vérité. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la vérité est souvent associée au temps, qui sous les traits d'un vieillard ailé, la dévoile ou la sauve. Ça ne vous rappelle pas la formule de Rousseau, ça? Ces œuvres font donc écho à la fameuse formule latine « veritas filia temporis », donc littéralement « la vérité est fille du temps ». Enfin, pour finir cette vidéo, il y a un peintre du XIXe siècle qui mérite à mon avis une mention particulière.
Il s'agit de Jean-Léon Gérôme, dont 4 tableaux sont consacrés à la vérité dans tous ses états, depuis la classique vérité au fond du puits jusqu'à la vérité morte au fond du puits. Cependant, ce n'est pas de ces tableaux-là que nous allons parler, mais plutôt d'une troisième de ses œuvres, intitulée « La vérité sortant du puits armée de son martinet pour châtier l'humanité ». Œuvre datant de 1896. Ce qui choque beaucoup sur ce tableau, c'est le réalisme dans l'expression de douleur et de colère qui déforme le visage de cette femme, ainsi que la dimension violente, vengeresse. D'habitude, la vérité est représentée comme une victime, au fond de son puits, enfermée, prisonnière, secourue par un troisième agent. Ici, elle prend les choses en main. On a un retournement de situation. Cette fois-ci, c'est elle qui est le bourreau et qui, avec son martinet, revient châtier l'humanité. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il se trouve que ça fait assez longtemps que je travaille sur cette vidéo et entre-temps, un vidéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle Monsieur Phi et qui est un professeur de philosophie qui fait des vidéos sur YouTube, vidéos qui m'ont d'ailleurs beaucoup servi l'année dernière parce que j'étais en terminale et que j'ai passé mon bac de philosophie. Je vous recommande d'ailleurs carrément sa chaîne, elle est vraiment géniale. Il se trouve qu'il a sorti récemment une vidéo sur le thème de la vérité, intitulée La vérité nue, et sur la miniature, vous pouvez voir ce fameux tableau de Jean-Léon Gérôme qui montre la vérité avec son martinet. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir sa vidéo dans laquelle il adopte un point de vue qui est beaucoup plus philosophique. Ici on étudie vraiment la vérité dans son aspect artistique. Et d'ailleurs, pour les élèves de terminale qui auraient réussi à regarder cette vidéo jusqu'au bout, sachez que vous pouvez toujours utiliser les références artistiques que j'ai citées ici, et puis les différents attributs de la vérité, et en général la symbolique qu'il y a derrière chacun d'entre eux, dans une éventuelle disserte sur la vérité, sachant qu'évidemment, on peut utiliser des références culturelles, donc artistiques ou littéraires. C'est extrêmement bien accueilli par les correcteurs, puisque ça montre que vous avez une bonne culture, et puis que vous savez faire des liens entre vos connaissances et votre réflexion. Alors par contre, j'insiste quand même sur le fait que vous n'élaborez pas une réflexion en partant d'une œuvre d'art. Cette œuvre d'art, elle va vous servir d'exemple, elle va servir à appuyer votre réflexion, mais n'oubliez pas que ça reste quand même un sujet de philosophie. Cependant, sachez que c'est toujours très très bien vu et ça fait toujours plaisir. Ça vous permet également de vous distinguer un petit peu des autres élèves et de proposer des choses que le correcteur ne verra pas forcément dans toutes les copies. Puisque l'allégorie de la caverne, dans un sujet sur la vérité, il la retrouvera un petit peu partout. Et je ne vous dis pas de ne pas l'utiliser, évidemment, dans un sujet sur la vérité, il faut parler de l'allégorie de la caverne. Cependant, vous pouvez peut-être chercher soit à l'approfondir un petit peu, à vraiment bien l'analyser, ce que tous les élèves ne feront pas. En général, ils se contenteront de l'évoquer un petit peu, parce que l'allégorie de la caverne, on sait tous en gros ce que c'est, mais on ne sait pas vraiment exactement en quoi est-ce que ça consiste. Et puis, vous pouvez également faire des liens, justement, avec les représentations artistiques de la vérité, dont je vous ai parlé ici. Ça vous permet un petit peu d'approfondir le sujet et de montrer que vous avez des connaissances et que vous savez faire des liens. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi en attendant, je vous dis